Salut à tous! Nouveau podcast que je fais en réponse à Alexis ou ZZ Chrono sur Twitter, suite à un commentaire qu'il m'a fait sur mon premier podcast, commentaire très pertinent. Donc pour rappel, dans le premier podcast, j'ai fait une analyse sur le début de Katsugeki Touken Ranbu, et donc il m'a apporté une réponse sur ça parce que il a jugé que j'avais totalement omis un élément extrêmement important dans la manière dont est pensé tout l'anime. Donc tout d'abord, pour rappel, ce que j'ai dit à propos de cet animé dans le premier podcast. J'ai dit principalement que c'était un animé très bien réalisé, au sens cinématographique du terme. J'ai dit aussi que Ufotable tient vraiment à faire des animés qui sont immersifs, qui sont un bon support pour une histoire. Et j'ai dit aussi, en parlant notamment de la musique, que Ufotable avait envie de se construire une image de studio prestigieux, très pro, très carré, avec vraiment des méthodes très sérieuses. Donc des choses très élogieuses sur le studio. Maintenant, la remarque qu'il m'a faite, donc il m'a dit, cet animé en réalité, c'est surtout une exploitation de licence. La licence Touken Ranbu est déjà très populaire au Japon. Il y a une base de fans qui est très fidèle, qui achète, qui fait tourner la machine, quoi, qui est là, qui est présente dès qu'il y a des produits dérivés. Il y a eu déjà un animé l'année dernière, donc un animé plutôt slice of life, qui a eu son succès. Donc a priori, ce nouvel animé d'action par Ufotable, c'est zéro prise de risque. Donc normalement, le succès est assuré. Et notamment, c'est vrai que j'avais fait des reproches d'un point de vue de l'histoire. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils n'ont pas de raison en fait de vraiment soigner le scénario de ce nouvel animé, parce que c'est pas vraiment le but. Le tout, c'est d'avoir un produit estampillé Katsugeki, enfin Touken Ranbu, avec donc ce côté série d'action par Ufotable, et c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus. L'anime aura son succès, comme ça. Et alors, une fois qu'il dit ça, en fait, c'est une sorte de retour à la réalité. Moi, c'est vrai que quand je regarde des animés, enfin, plutôt quand je fais des analyses dessus, je m'intéresse vraiment à ce qui est fait dans l'animé. Mais je m'occupe pas de ce qui fait l'identité de l'animé en tant que produit, en fait. Parce qu'en réalité, un animé, c'est pas juste une production artistique, et surtout pour les animés à la télé, hein, c'est très souvent des animés qui sont des produits. Et les studios ou les producteurs derrière, c'est surtout des entreprises qui veulent faire de l'argent. Moi, quand je fais mes analyses, j'ai du mal à intégrer ça dedans, parce que juste généralement ça me sort des animés, quoi. Une fois que vous considérez un animé comme un produit, surtout quand il l'est réellement, un produit fanservice, c'est impossible de prendre l'animé au sérieux. Donc maintenant, quand on considère en fait cet aspect produit issu de l'exploitation d'une licence, je trouve que si je reviens en fait sur ce que j'ai dit dans le premier podcast, eh ben, j'aurais un regard totalement différent sur ce que j'ai dit. Par exemple, donc j'ai dit donc que cet animé est très bien réalisé, que Ufotable veut faire des animés immersifs, qui sont un bon support pour une histoire. D'un point de vue produit, on aurait plutôt tendance à dire que Ufotable fait des animés très bien faits juste pour faire un bon produit qui se vend bien. Un bon produit qui est attirant. Et d'ailleurs, ça revient plutôt à l'idée de Ufotable fait surtout des images jolies, avec des belles couleurs et des beaux effets de lumière. Limite ils auraient même pas besoin en fait de faire tout ce travail sur donc ce que j'ai dit sur la gestion de l'espace, etc. C'est même pas réellement important, mais ils le font. Et j'avais dit notamment que donc ce nouvel animé, Katsugeki, il ressemble beaucoup à Fate Stay Night, à Tales of. J'avais dit qu'il avait plus ou moins les mêmes qualités, mais que ça restait quand même des qualités. Encore une fois, si on revient donc sur cette idée de produit, on pourrait se dire plutôt que
Ufotable a trouvé sa méthode qui peut appliquer sur tous les animés qui sortent. Parce que c'est une méthode qui marche, parce que ça reste quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde de l'animation, et parce qu'ils n'ont pas besoin de plus pour qu'un animé soit attirant et qu'il se vende. Donc Ufotable, ça reste une sorte de point de repère pour les fans d'animé, ou pour les fans des licences qui sont concernées par leurs adaptations. C'est le studio sérieux qui fait des trucs qui sont cool à regarder. Et rien de plus. Et donc au regard de tout ça, tous les défauts narratifs qu'a l'animé prennent du sens, et globalement l'avis qu'on aurait sur l'animé est tout de suite beaucoup plus négatif. Maintenant, j'aimerais nuancer ça quand même. Quand on dit que ce produit d'exploitation est bien réalisé, c'est-à-dire que quand j'ai fait cette analyse où je dis vraiment que ce sont des vraies qualités, et je pense réellement que ce sont des vraies qualités, alors que c'est juste un produit fanservice, et ben en réalité on peut se dire que des produits fanservice aussi bien faits, dans les animés en général, et ben en fait c'est assez rare. Alors malgré ça, bien sûr, ça pose quand même problème à l'animé. Comme je l'ai dit, c'est une réalisation qui est surtout là pour servir une histoire. Si l'histoire derrière elle ne suit pas, et ben c'est tout l'animé qui en prend un coup. Et des animés qui sont très bien réalisés et avec une histoire qui malheureusement fait soit rien, soit n'importe quoi, ça existe. Je sais pas moi, par exemple Terror in Resonance, c'est super bien fait, mais c'est surtout pensé pour être une bonne histoire, et l'histoire derrière elle suit pas. Et ça évidemment c'est complètement, je dirais, éliminatoire pour l'animé. Donc il peut être le mieux fait qu'il peut, ça l'aidera pas à devenir un bon animé. Et c'est un petit peu le même genre de problème qui peut se poser pour un truc comme Katsugeki. Maintenant, j'aimerais parler de Ufotable en général, et surtout de Ufotable ces dernières années. Alors, si on prend comme point de départ Fate Zero, donc en 2011, Fate Zero, ça a marqué le début de la nouvelle ère de Ufotable concernant ces animés à la télé. Donc ça a apporté en fait toutes ces nouvelles techniques, surtout de rendu graphique, qu'ils ont expérimenté avec Kara no Kyokai, et ils ont apporté ça dans un animé à la télé. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau en 2011. Et je pense que ça a impressionné pas mal de gens de voir tout ce rendu des couleurs et des lumières, qu'on voyait très rarement, voire jamais à la télé. Donc je pense vraiment que Fate Zero, même si bien sûr il y avait tout ce contrat avec Type Moon, il y avait la communauté Fate derrière qui était déjà très importante à l'époque, et ben malgré tout c'était quand même une nouveauté, une adaptation qui n'était pas facile à faire et qui a demandé vraiment un gros travail. Maintenant après ça, donc en 2014 c'est ça, il y a eu Unlimited Blade Works, et là je pense que le contexte n'est pas exactement pareil. Après Fate Zero, il y a vraiment eu une demande très importante de la part des fans de Fate pour avoir un Fate qui pourrait être fait par Ufotable, qui avait donc déjà montré 2 fois qui pouvait vraiment adapter du Type Moon très bien. Donc, sans vouloir dire que Unlimited Blade Works est juste un animé fanservice, clairement, je pense qu'il y a quand même moins de prise de risque quand on fait un animé comme celui-là. Et si on regarde la suite de ce qu'ils ont fait donc, comme animé à la télé, il y a eu God Eater, donc là c'était le contrat avec Namco. God Eater qui a quand même eu le mérite d'essayer un nouveau type de rendu graphique. Et après ça, par contre, donc il y a eu Tales of Zestiria, et donc actuellement le contrat Nitro Plus pour Katsugeki. Et ces deux-là, par contre, ils ressemblent beaucoup plus à Unlimited Blade Works. Donc, cette idée de la méthode qu'ils ont, voilà, une méthode qui marche, qui a déjà fait ses preuves, et qu'on va juste réutiliser pour faire des adaptations de licences qui sont déjà populaires. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que sur les années 2010, donc depuis qu'il y a eu ces changements au sein de Ufotable, et qu'ils ont trouvé un nouveau rythme et une nouvelle direction, et ben en fait ils ont surtout fait de l'exploitation de licences en fait. Alors j'ai précisé quand même animé à la télé parce que donc ils ont fait quand même, alors ils ont quasiment pas fait de film d'ailleurs,
Ils en ont fait un en 2013, Yo-Yo Tonene, que j'ai pas aimé, et qui ressemble probablement plus à ce que faisait Ufotable il y a très longtemps, donc genre avant Fate Zero, quoi. Peut-être même avant Kara no Kyokai. Donc en attendant, enfin là il reste juste Heaven's Feel, mais il n'y a pas eu d'autres films. Par contre il y a eu des OAV, et il y a eu tout le travail qu'ils ont fait donc, comme cinématique de jeux vidéo. Ça ils ont eu pas mal de... donc toujours grâce à leur contrat. Donc c'est un studio, c'est un petit studio, ce qui explique pourquoi ils font pas beaucoup de choses. Mais c'est un studio qui a l'air de bien marcher. Maintenant, c'est vrai qu'il a l'air d'être un petit peu dans sa zone de confort. Après, on peut pas leur en vouloir. Juste le fait d'être un studio d'animation au Japon, c'est extrêmement risqué. Je pense que tous les studios sont vraiment à la limite de faire faillite, constamment. Et pour un studio comme ça qui a réussi à trouver un bon petit filon, avec des partenaires qui sont solides, et qui commencent un petit peu à développer une activité autour, enfin il y a par exemple le café, le cinéma, et qui a en plus trouvé donc, une vraie méthode de gestion pour avoir vraiment uniquement des animateurs en interne, ça crée une situation de stabilité pour le studio. Et je pense que c'est normal de vouloir entre guillemets, se contenter de ça. Après, bien sûr, en tant qu'amateur d'anime en tant que média de divertissement et même des médias artistiques, c'est vrai que j'aimerais voir Ufotable sur autre chose, par exemple sur des projets originaux ou sur des adaptations plus risquées. Bref, vraiment voir quelque chose de bien et ambitieux et retrouver un peu, pourquoi pas ce qu'ils ont fait avec Kara no Kyokai en film. Après, j'insiste un petit peu sur les animés à la télé, parce que clairement, les animés à la télé ont une visibilité qui est particulière. Le fait d'avoir chaque semaine un épisode pendant au moins 3 mois, pour la communauté des amateurs d'animation, ça crée une visibilité et ça crée des débats, ça crée des discussions. C'est clairement pour ce qui est d'attirer un grand public, je pense que c'est mieux. Donc vraiment, bon, on verra ce qu'ils vont faire avec Heaven's Feel, mais après ça, vraiment j'attends de voir ce qu'ils vont faire après leur période Heaven's Feel. Voilà, à voir si le contrat Type Moon continue, peut-être qu'il y aura des adaptations qui seront prévues, je sais pas. Mais voilà, si vraiment ils pouvaient trouver autre chose, peu importe quoi, mais vraiment quelque chose qui paraisse nouveau, moi je serais très content de voir ça. Parce que, encore une fois, clairement leur méthode est bonne, ils font des animés qui sont de très bonne facture, qui sont juste pas toujours intéressants en fait. C'est juste ça le problème. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec ce podcast. Pour ce qui est du reste, j'avais parlé donc dans le premier podcast de peut-être parler d'autres animés de la saison. Alors en y réfléchissant, en fait, concernant Fate Apocrypha, je peux en parler, j'ai peut-être des trucs intéressants à dire, mais le problème c'est que faire une vidéo qui est juste négative, ça m'intéresse pas. Enfin, faire un audio plutôt, faut que j'arrête de dire vidéo, qui est juste négative, moi ça m'intéresse pas forcément. Et pour les autres, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire, donc on verra. Je pense que je vais plutôt voir si j'ai d'autres sujets intéressants et je ferai des podcasts audio comme ça quand j'ai des sujets intéressants à aborder. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.